Professeur François Vialard, docteur Philippe Mécler, bonjour. Merci d'avoir accepté cet entretien. Alors, il semblerait qu'en France, certaines femmes souffrant d'infertilité aient quelques difficultés à se soigner, notamment en ce qui concerne le don d'ovocytes. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus, docteur Mécler? Alors, moi, je suis dans un centre où on fait à peu près 1000 tentatives par an de FIV et d'insémination. Et il est vrai que de plus en plus, les femmes proches de la quarantaine, on va dire en général autour de la quarantaine, vont avoir des problèmes de réserve ovarienne, avec des ovaires qui marchent un petit peu moins bien. Et depuis quelques années, c'est offert à ces patientes-là la possibilité de faire un don d'ovule, c'est-à-dire l'ovule d'une autre femme va être fécondé avec les spermatozoïdes du mari ou du partenaire, et l'embryon qui naît de cette fécondation va être placé dans son utérus. À partir de là, si on prend le parallèle avec les dons de sperme, le don de sperme en France par les banques de Sécos, du Sécos, existe depuis 30 ans. Il y a eu l'anniversaire il n'y a pas très longtemps. Et la problématique que l'on a vis-à-vis de ces patientes-là, c'est qu'en France, le don d'ovules n'est pas très répandu. Il y en a très peu à cause du faible nombre de donneuses. Il y a plusieurs problématiques à ça. Le don est anonyme, ça c'est une bonne chose, mais il est gratuit, il n'y a pas d'indemnisation pour le traitement de ces donneuses, et donc les patientes vont vers l'étranger, en particulier en Espagne, mais aussi dans d'autres pays comme la Tchéquie, et voire même l'Angleterre ou les États-Unis. Donc en fait, les femmes qui ont quelques moyens peuvent faire du tourisme procréatif, et celles qui ont peu d'argent ne le peuvent pas. Professeur Vialard, y a-t-il une solution à ce problème? Je pense que la solution, c'est d'augmenter le nombre de donneuses en France pour permettre aux femmes de rester en France et d'avoir donc ce don gratuit, ou du moins indemnisé, parce que je pense que l'indemnisation des donneuses doit être discutée ou devra être discutée dans la future révision de la loi de bioéthique. Et donc, si on avait un nombre de donneuses suffisant, toutes les patientes pourraient être prises en charge. Or, aujourd'hui, vu la pénurie qu'il y a, celles qui n'ont pas d'argent, malheureusement, enfin pour elles, devront attendre longtemps avant d'avoir un don d'ovocytes, alors que celles qui ont les moyens pourront partir dans les pays étrangers pour avoir un don. Docteur Mécler, sur le terrain, puisque vous êtes un médecin de terrain, comment réagissent ces femmes face à ces difficultés? Alors, il y a déjà l'annonce que la seule thérapeutique qui pourrait leur être réservée pour avoir un enfant et accoucher de cet enfant, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il y a l'adoption qui évidemment existe, dont les délais sont longs et la prise en charge est un petit peu différente. Mais les dons d'ovules, c'est comme les dons de sperme. C'est-à-dire que, je disais tout à l'heure, le don de sperme existe depuis 30 ans, mais on a encore 1 an d'attente, 9 mois à 1 an d'attente, pour qu'un couple puisse faire un enfant avec un don de sperme quand le partenaire a 0 spermatozoïde. Et toute la problématique, encore une fois, et je pense que, comme le professeur Vialard, je pense que c'est le problème de l'indemnisation. Quand les femmes vont en Espagne, pourquoi elles attendent que 4 mois environ pour faire un don d'ovules? Eh bien, c'est simplement parce que les Espagnols, moins de 30 ans en général, vont être indemnisés en général de 900 €, et ça correspond à une vraie réalité, puisque le traitement, c'est-à-dire la stimulation ovarienne puis la ponction au bloc opératoire, n'est pas du tout anodine et représente vraiment une contribution. Alors c'est vrai qu'en France, une femme peut très bien donner ses ovules par volonté de vouloir les donner. Souvent, c'est des patientes qui ont pu subir une fécondation plus tôt et donc elles ont l'envie de pouvoir donner. Mais aujourd'hui, un couple attend 2 à 5 ans d'attente, et encore faut-il que la patiente ait moins de 40 ans et même beaucoup moins de 40 ans pour être pris en charge. Je partage tout à fait cette analyse. Bon, il se trouve que nous, à Poissy, on est centre de don d'ovocytes. Donc on a la problématique du recueil de ces patientes. Et je partage tout à fait l'avis, c'est-à-dire qu'en fait, les patientes qui vont faire le don aujourd'hui en France sont souvent des patientes qui ont un antécédent d'infertilité, ou alors qui ont connu dans leur entourage des patientes qui étaient infertiles. Et je pense qu'une information plus globale devrait être faite. Je pense qu'elle a été faite cette année au niveau français pour inciter les femmes à donner leur ovocyte, mais je pense que ceci n'est pas encore suffisant pour pouvoir pallier en fait la demande de dons d'ovocytes qui ne cesse de croître, puisque je dirais que la fertilité de la femme
déclinant avec l'âge, vu que les femmes ont des enfants de plus en plus tard, de toutes les façons, la problématique de la fertilité de la femme va devenir une problématique importante, et puisque de toutes les façons, les femmes ont des enfants maintenant bien après 30 ans, et donc la ménopause précoce intervient en général vers la 40e année, et donc on a une augmentation importante du nombre de patientes qui ont une réserve ovarienne altérée. La réserve ovarienne, c'est le nombre d'ovocytes qui sont disponibles pour une patiente. Docteur Meckler, comment sont prises en charge les patientes qui vont à l'étranger pour recevoir un ovocyte, pour faire un don d'ovocytes? Il y a un léger paradoxe selon moi, et quand je suis en consultation, je suis amené donc à parler avec les patientes, et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'en France, la sécurité sociale va prendre en partie les patientes en charge à partir du moment où elles ont moins de 43 ans et qu'elles n'ont pas fait encore leurs 4 tentatives de FIV. Des fois, elles n'en ont fait aucune parce qu'elles ont une insuffisance ovarienne précoce. Et donc, la Sécu prend en charge ces patientes, tant mieux pour elles, mais comme je disais tout à l'heure, à contrario, il n'y a aucune indemnisation pour favoriser le nombre de femmes qui vont donner leurs ovules en France et pour raccourcir le délai en France. Donc, on est en Europe. C'est sûr que les lois de bioéthique sont différentes selon les pays, mais on nous demande, à nous, les patientes nous demandent, par le biais de la sécurité sociale, un dossier expliquant pourquoi elles doivent aller faire un don d'ovules en Espagne ou en Tchéquie. Et pour nous, en tout cas pour moi, c'est totalement paradoxal. À quel moment parle-t-on du don d'ovules en consultation? Quand on prend un couple en charge, on va avoir un bilan d'infertilité à faire. Donc ça va être un bilan féminin et masculin. Si on parle que du don d'ovules, donc l'équivalent du don de sperme pour un homme qui aurait 0 spermatozoïde, et là, pour le coup, c'est une insuffisance ovarienne, donc il n'y aura pas, si on fait une stimulation, une réponse ovarienne, il n'y aura pas d'ovules à récupérer de qualité, et donc il n'y aura pas de grossesse possible, eh bien on s'arrête là et on dit « Madame, excusez-moi, mais je ne peux plus rien vous dire », ou on est logique dans notre démarche médicale et on va leur proposer un don d'ovules. Elles l'accepteront ou pas, puisque là, on est sur un avis personnel du couple. Certains couples ne sont pas du tout favorables, mais parce que, pour des raisons éthiques, religieuses ou autres, ils ne vont pas vouloir faire de don d'ovules. Par contre, il y a des couples qui, après réflexion et un peu maturation de l'histoire dans leur couple, vont revenir en disant, voilà, on est d'accord pour un don d'ovules, comment fait-on? Et c'est là où on leur explique qu'en France, ils peuvent le faire selon certains critères, à jeunes et avec un délai d'attente extrêmement long, gratuit pour elles, en l'occurrence, ou beaucoup plus rapidement à l'étranger, et quand elles ont 40 ans, elles n'ont pas envie d'attendre 4 ans ou 5 ans, puisqu'elles ne seraient déjà pas prises en charge en France, et elles vont aller vers l'étranger. On va leur expliquer qu'il y a plusieurs centres à l'étranger, plusieurs pays pour le faire. Vous conseillez donc certains centres plutôt que d'autres? Pour des raisons extrêmement déontologiques et pour ne pas justement avoir un reproche possible et une perte de chance, mais surtout je vais leur proposer un certain nombre de centres connus, classiques, dans différents pays et par exemple en Espagne plusieurs, en leur disant que voilà, à un moment elles vont faire ce choix en allant sur Internet, en allant voir les sites, et donc il n'y aura pas une incitation d'un seul centre de ma part en tout cas, et c'est elles qui vont à un moment me dire voilà, j'ai choisi tel centre, et comment fait-on à ce moment-là? Elles vont s'inscrire, elles vont avoir des bilans à faire pour ce centre, et puis on peut les aider à ce moment-là, parce qu'on est encore dans la loi pour le faire, on est encore face à des femmes de moins de 43 ans, et donc on peut les aider. Par contre, on ne donnera pas d'ordonnance pour les traitements de la donneuse, qui est une donneuse espagnole qui n'est pas infertile, donc il n'y a pas de raison qu'on puisse donner ces médicaments-là, mais on est quand même au service de nos patientes, et donc on va les renseigner, on va les aider, on va les accompagner quelque part, dans le sens, disons, de la loi aujourd'hui, et c'est notre métier, et c'est notre envie d'aider ces couples à faire un bébé. Je vais apporter une petite précision par rapport à ça, et je pense que c'est fondamental, c'est que ces patientes-là, on les connaît depuis des années. Et donc, on les suit, et donc, quand elles vont arriver vers nous,
et lorsqu'il y aura une insuffisance ovarienne, de toutes les façons, elles vont aller se renseigner pour savoir quelles sont les possibilités. Et la majorité des cas, elles vont revenir voir les praticiens en disant voilà, quelles sont les possibilités. En France, le délai d'attente est très long, à l'étranger, c'est court, et les patients voient différentes possibilités, différents centres. Il y a de très très nombreux centres dans le monde, et surtout en Europe, qui proposent des dons d'ovocytes aux patientes françaises. Et donc je pense qu'en tant que praticien, en tant que médecin, vu qu'on aime que nos patientes aillent au bout de leur désir de grossesse, je pense que c'est notre rôle de savoir les orienter vers les centres qu'on juge, nous, être des centres de qualité et des centres qui ne répondent pas aux critères de qualité. Et je pense que c'est ça qui est essentiel à faire comprendre, c'est que le praticien aujourd'hui en France est devant une impasse où, de toutes les façons, le délai d'attente est extrêmement long, et quand une patiente nous demande « qu'est-ce que vous nous conseillez comme centre à l'étranger, puisque moi j'ai vu tel ou tel centre », il est de notre devoir de dire oui, effectivement, il y a certains centres qui sont bien, des centres qui sont beaucoup moins bien, et notre rôle aujourd'hui c'est de les orienter le mieux possible vers des centres de qualité. Et je pense que c'est là-dessus qu'il va falloir qu'effectivement qu'on travaille et qu'on fasse comprendre qu'en aucun cas, on propose aux patientes. C'est elles qui nous demandent de les orienter parce qu'en fait, il y a une pléthore de laboratoires qui proposent aujourd'hui des ovocytes. Professeur Vialard, il semblerait qu'on soit également dans une impasse en ce qui concerne l'autoconservation des ovocytes. Je ne dirais pas qu'on est dans une impasse. Je dirais que la société fait que les femmes ont des enfants de plus en plus tard et donc même que les patients ont désir d'enfants très tardivement pour avoir une vie professionnelle, je dirais démarrer leur vie professionnelle de façon adéquate. On sait très bien que, par exemple, aux États-Unis, différentes sociétés, que je ne citerai pas, ont proposé aux jeunes femmes de faire une autoconservation de leurs ovocytes. Alors, dire qu'on est dans une impasse, non. Je dirais que maintenant, libre à chacun de faire ce qu'il veut par rapport à sa conservation des ovocytes. Maintenant, est-ce qu'en France, on pourrait proposer, enfin autoriser les femmes, parce que pas proposer, mais c'est autoriser les femmes à conserver leurs ovocytes? Pourquoi pas? Mais la loi le permet-elle? La loi actuellement ne le permet pas. Mais je pense qu'il y a probablement des évolutions à faire de la loi, puisque de toutes les façons, je dirais, il y a quand même une disparité entre l'homme et la femme. L'homme a une spermatogénèse tout au long de sa vie, alors que la femme, malheureusement, au niveau naturel, a une ovogénèse qui va décliner à partir de l'âge de 35 ans à peu près. Donc il y a vraiment une différence entre l'homme et la femme. Au niveau de la société, un homme peut avoir une carrière tout à fait évoluer de façon tout à fait normale pendant des années, puisque de toute façon, lui n'aura pas de problème de fertilité, si on parle de la fertilité avec la carrière. Pour la femme, c'est problématique, puisque en fait, il va s'installer au fur et à mesure du temps une infertilité par la diminution de cette réserve ovarienne. Une possibilité, ce pourrait être l'autoconservation. Mais comme elle n'est pas permise en France, donc ces femmes, les femmes concernées vont dans les pays limitrophes où c'est permis. Quels sont les pays qui autorisent? Le plus connu, bien sûr, c'est l'Espagne. L'Espagne permet l'autoconservation. Maintenant, je dis une chose, est-ce qu'on doit le faire en France? Je ne sais pas. En tout cas, le débat doit avoir lieu pour savoir si en France, on autorise les femmes à faire cette autoconservation. Il y a quelque chose un peu étrange d'autoriser la conservation des spermatozoïdes et de ne pas autoriser la conservation des ovocytes. Il y a une espèce de disparité. Je pense que l'autoconservation du sperme n'est possible qu'en cas d'infertilité ou de dégradation de la qualité du sperme. Dans le cas français, c'est comme ça. Il n'y a pas d'autoconservation possible en France de spermatozoïdes, hors ce cadre-là, ou alors les traitements agressifs de chimiothérapie, où on va auto-conserver le sperme avant, mais ça c'est permis également pour les femmes, puisque une femme qui va avoir une chimiothérapie, on peut avoir une autoconservation de ses ovocytes, ou alors une chirurgie qui permet de prendre un morceau de cortex ovarien. Donc ça existe, c'est-à-dire que la femme aujourd'hui, l'autoconservation existe, mais dans un cadre médical. Là, on sort du cadre médical, c'est un cadre sociétal, et là, c'est autre chose. Pourquoi ce cadre sociétal n'est-il pas possible en France alors qu'il est possible chez nos voisins? Alors, je ne veux pas trop rentrer dans le débat sociétal. Je pense que c'est la société de savoir un petit peu où sont les limites. Nous, l'ensemble des praticiens, je pense que tu es d'accord avec moi, je pense que la question doit être posée, mais en aucun cas, en tout cas, la profession qui doit imposer les choses. Je pense que c'est quelque chose comme c'est sociétal, c'est la société qui doit décider si ou pas elle est d'accord pour permettre cette autoconservation. Aujourd'hui, on est encadré par la loi de bioéthique et c'est bien
dans ce cadre-là qu'on exerce notre métier aujourd'hui en France. Et la loi de bioéthique espagnole ou belge n'est pas du tout la même, bien qu'on soit en Europe. Et ça, c'est évidemment un problème sociétal, politique et autres. Mais on est confronté à cette disparité et les patientes, par Internet, sont bien au courant de tout ça. Donc en fait, les femmes souffrent pas mal en France des difficultés d'accès aux soins. Il y a un problème de difficulté de traitement, enfin d'accès au traitement de l'infertilité. Est-ce qu'il faut souhaiter rapidement une révision des lois bioéthiques qui sont quand même un peu âgées puisqu'elles ont 22 ans? Pas du tout. La dernière loi de bioéthique a été révisée en 2011 et donc on va avoir un nouveau processus qui va rentrer aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il va y avoir une révision de la bioéthique et donc les états généraux vont commencer pour discuter et je pense que des praticiens comme nous vont devoir s'investir pour faire comprendre que finalement, il y a probablement des évolutions à avoir. Je ne sais pas si on va devoir permettre tout, mais en tout cas, il y a des évolutions à apporter à ces lois de bioéthique, puisque de toutes les façons, on voit très très bien qu'en France, globalement, certaines patientes ont une perte de chance du fait de cette loi qui est restrictive. Finalement, on a quand même une petite lueur d'espoir et on peut envisager que les choses s'améliorent pour les patientes infertiles dans les années qui viennent. C'est pas tout de suite, je pense que le processus prendra quand même plusieurs années. Déjà cette année, on a eu une petite amélioration. Je pense que les choses évoluent doucement et je pense que d'ici quelques années, oui, en tout cas j'espère que nos patientes auront les mêmes facilités en France et en Espagne. Mais bien sûr, ceci doit se faire dans le cadre d'une loi et ce sera la loi de bioéthique. Il est impossible pour nous de transgresser la loi existe et donc elle doit se faire dans le cadre de la loi. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas le faire, donc nous ne le faisons pas. Écoutez, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie d'avoir accepté de répondre à nos questions.